déjà de retour sur la grande scène scientifique de Stars Up pour accueillir une intervenante qui va nous parler de la Lune et du voyage vers la Lune. Alors vous savez, on est déjà allé sur la Lune, bien sûr, mais maintenant on a décidé de retourner vers la Lune. Vous avez sûrement, ou peut-être, entendu parler des missions Artemis. Eh bien, elle travaille sur ces missions Artemis. Elle travaille chez Airbus sur le module de service de la capsule Orion, qui est un module européen. C'est la contribution européenne au retour vers la Lune. Et elle nous expliquer un petit peu pourquoi on retourne vers la Lune, pour y faire quoi. Erika, je t'accueille. On peut l'applaudir très fort. Bonjour à tous. Alors j'imagine que vous êtes parmi ceux qui ont rêvé d'aller sur la Lune. Alors je vais vous y emmener. Alors je m'appelle Erika. Merci Jules pour la présentation. Je suis ingénieure dans le groupe Airbus travaillant aux Pays-Bas et particulièrement sur ce bel engin qu'on appelle Orion. C'est un programme américain développé par donc, la NASA, mais nous sommes, nous Européens, privilégiés car nous avons aussi le développement de certaines parties de cette capsule. Vous voyez les panneaux solaires qui sont ici accrochés à cette capsule Orion, on les développe aux Pays-Bas, donc pour le compte de l'Agence spatiale européenne, et Airbus Defence and Space, Pays-Bas et Allemagne sommes les développeurs de ces panneaux. Donc ces panneaux sont des outils indispensables pour le fonctionnement en propulsion de la capsule, mais aussi pour fournir l'oxygène et l'eau aux astronautes qui seront à bord de cette capsule. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme? On va parler d'Artemis. Alors, certains d'entre vous, certainement, ont connu Apollo, le programme où, il y a 50 ans, le premier homme américain à avoir posé les pieds sur la Lune. Eh bien, on va parler de sa sœur jumelle, Artemis. Artemis, du coup, c'est le programme qui va emmener la première femme à marcher sur la Lune. La première femme, certainement de couleur, en plus, pour aller sur la Lune. Ce programme Artemis, il se décompose en 3 parties principales. Vous avez sur ce slide, en fait, la première mission Artemis. Il y a eu déjà 2 tentatives de lancement ces dernières semaines, où en fait notre gros lanceur SLS part de Kennedy Space Center aux États-Unis n'a pas pu décoller à cause de certaines anomalies techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf s'il me posait des questions précises. Cette prochaine tentative sera mardi. Et si la tentative ne fonctionne pas, on va aller jusqu'au 2 octobre. Les dates sont prédéfinies, calculées pour les analyses de mission, pour pouvoir déterminer en fait la bonne date et la bonne période de lancement pour pouvoir aller vers la Lune. Vous voyez, sur la planète, à partir de la planète bleue, notre belle planète Terre, on doit avoir en fait une fenêtre de tir qui nous permet d'arriver vers la Lune, mais pouvoir compléter une mission en fait d'une durée donnée. Cette mission Artemis 1, c'est la mission qui ne va partir à vide, sans humain, mais qui va permettre de valider la mission humaine d'aller sur la Lune. On va aller faire un tour de Lune avec la capsule pour qu'en fait, on aille vérifier certains paramètres, comme les radiations, comme certains paramètres de matériel qu'on a utilisé sur cette capsule, et aussi le bon fonctionnement de nos panneaux solaires sur le service de module européen. Cette mission, elle va durer à peu près entre 26 et 42 jours en fonction de la date à laquelle on va décoller. Donc effectivement, on a une grande chance avec notre gros lanceur SLS, c'est qu'en fait, à bord, son programme de vol permet de déterminer la direction vers laquelle elle part au moment du décollage. On a une fenêtre de tir qui peut être d'1 heure, de 2 heures, et en fait, si on a un rouge météo, par exemple, on ne peut pas partir, eh bien, le lanceur va s'adapter dans la bonne direction pour pouvoir atteindre sa destination qui est la Lune. Ensuite, cette capsule, elle ira faire plusieurs tours de Lune avant de pouvoir décrocher de son orbite et revenir sur Terre. Revenir sur Terre grâce aux propulseurs. Donc l'énergie est indispensable sur ces propulseurs pour pouvoir sortir de l'orbite et revenir sur Terre. Ça, c'est la première mission, non humaine en quelque sorte. Il y aura évidemment des mannequins à l'intérieur avec des gilets. Et comme évidemment, on va faire voyager des femmes, une au moins, peut-être même, pourquoi pas, une équipe de 4 femmes, laissons-nous rêver. On a donc réalisé aussi des tests sur des gilets féminins, parce que l'anatomie d'une femme n'est pas le même que chez un homme. Du coup, il faut effectivement bien s'assurer que les radiations qui peuvent être absorbées par la masse d'une femme soient bien analysées et exploitées pour qu'on les protège correctement pendant ces vols. La mission numéro 2, qui devra découler d'une série d'analyses de résultats de cette première mission, prendra à peu près 1 année.
Côté Airbus Defence and Space, on a déjà réalisé les panneaux qui vont être intégrés au service de module européen, qui sera donc fourni par l'Agence spatiale européenne aux Américains et qui va être intégré à la capsule et au lanceur sur le site de Kennedy Space Center. Et cette deuxième mission sera donc avec les humains à bord, avec 4 astronautes. Vous savez, notre cher Thomas Pesquet, il a été dans l'espace et ils étaient aussi 4 à bord. Parce qu'il faut toujours un pilote, un copilote et puis une petite équipe de secours, mais surtout une équipe de scientifiques parce qu'on emmène des gens vers une capsule. Ça, c'était le programme de Thomas. Cette mission-ci, elle va être avec les humains à bord et on va de nouveau aller faire un tour de Lune. On va aller faire un tour de Lune sans se poser. Pareil, il y aura encore une mission de validation. Cette mission sera beaucoup plus courte. Entre les 26 et 42 jours de la première mission, celle-ci sera de 10 jours. Donc pareil, on aura une fenêtre de tir, un lancement précis à date et à durée respectée. Et on ira de nouveau faire ce tour de Lune. Alors, je vais essayer de vous détailler un petit peu ce type de fonctionnement. Donc vous avez le point numéro 1 qui est au niveau de la base de lancement. Cette fusée, elle va décoller. Bien évidemment, quand une fusée décolle, elle va se décomposer au fur et à mesure parce que ce n'est pas la fusée qui va dans l'espace, c'est vraiment la capsule qui est à bord de cette fusée qui va aller traverser l'atmosphère et aller dans l'espace. La fusée n'est que l'outil de propulsion pour sortir en fait de la gravité terrestre. Donc c'est grâce à cette propulsion qu'on peut totalement s'enfuir, s'éjecter de cette atmosphère. Donc elle va envoyer cette capsule, donc on voit au niveau de le chiffre 2, la capsule elle est dans l'espace, donc à plus de 120 km de là où on est, parce que l'espace commence à partir à peu près de 120 km. Donc la capsule, elle se retrouve dans l'espace, elle va sortir de l'orbite terrestre, elle va s'éjecter de la gravité qui fait qu'on la retient entre la Terre et une autre planète. À partir du moment où on est au chiffre 3, il va allumer ses propulseurs, il va donner un petit coup de boost et il va avancer. Vous verrez en fait que la forme de nos panneaux solaires, ils peuvent être comme ça ou comme ça. En fait, l'avantage de la technologie qu'on a développée aux Pays-Bas, c'est qu'on a des panneaux qui vont s'orienter par rapport à la direction de la lumière du soleil. Parce qu'évidemment, les panneaux ne peuvent pas fonctionner sans lumière. Mais en plus de ça, ils vont aussi pouvoir s'orienter de façon en cours de propulsion. Lorsque la capsule va devoir avancer à une certaine vitesse, les panneaux ne seront pas brisés avec leurs bras. Et donc, ils vont se mettre en position pour pouvoir aller dans une bonne dynamique. Donc, évidemment, ils vont s'éloigner de la planète Terre pour aller vers la Lune. Et en arrivant vers la Lune, pareil, ils vont aussi subir ce qu'on appelle une attraction et ils vont se mettre à se laisser emporter par cette orbite lunaire jusqu'à ce que, pareil, on rallume les propulseurs et on revient. Et vous voyez au niveau du chiffre, je ne sais pas si c'est un chiffre, d'ailleurs juste au-dessous du numéro 6, vous voyez la forme des panneaux n'est pas la même que la forme qu'il y a au numéro 3 ou au numéro, enfin celui qui est tout là-haut. Vous voyez que les panneaux ils sont largement déployés, donc ils vont vraiment s'orienter pour récupérer de l'énergie. Et cette énergie, elle est indispensable pour les humains qui sont à bord. Pas uniquement pour la propulsion, mais aussi pour la création d'oxygène pour qu'ils puissent respirer, la création d'eau aussi parce qu'on aura des réservoirs au niveau de ce module de service européen, et c'est indispensable pour leur survie pendant ce voyage de 10 jours dans l'espace. Alors la mission 3. Artemis 3, on a un calendrier un peu très ambitieux. On souhaiterait qu'on retourne sur la Lune en 2024. Bon, on peut lancer les paris, 2025, ça peut être pas mal aussi. Mais peu importe la date, on y retourne, vraiment. Et on n'y retourne pas pour rien, on ne retourne pas juste pour faire un concours, qui va arriver le premier. On y retourne parce qu'on a en fait derrière un vrai plan d'action, une vraie mission. Et cette mission, c'est finalement d'aller sur Mars. Donc, pour y arriver, on va aller placer une station spatiale en orbite autour de la Lune, ce qu'on appelle le Lunar Gateway. Ce Lunar Gateway, c'est comme l'ISS, la Station spatiale internationale. On va aller apporter au fur et à mesure des modules qu'on va assembler, qui va créer un vrai programme, une vraie station dans laquelle les astronautes pourront se placer. Et on va pouvoir partir de la Lune vers Mars. Donc sur ce slide là que je vous propose de voir, vous avez sur l'image du milieu l'orbite de cette porte de l'espace.
Donc cette espèce d'éclipse, orbite sous forme d'éclipse, c'est la trajectoire que cette station va avoir autour de la Lune au fur et à mesure qu'on va l'assembler. Et évidemment, c'est grâce à cette station qu'on va pouvoir s'accrocher et aller se poser sur la Lune pour aller y fabriquer, pas seulement y poser les pieds, mais y aller y fabriquer finalement un village, une industrie, de quoi pouvoir retourner sur la Terre, mais aussi aller vers la Lune. Donc ça ressemblera à ça. Voici le Lunar Gateway, donc un très bel engin avec lequel la capsule Orion ira se connecter. La capsule aura donc 4 astronautes à bord. On va aller s'installer dans une belle station. On va continuer à mettre en place nos actions et notre travail. Et en fait, la mission, le plan d'action, il ressemble à ça. Dans ce 21e siècle, on va aller donc avec la mission Artemis 1 sur un vol non humain, mais prévu pour l'humain vers la Lune, démontrer que c'est possible avec la capsule, le lanceur, le matériel qu'on a construit. La mission numéro 2, on va aller faire la même chose avec des humains à l'intérieur. Ensuite, on va travailler sur les missions support d'Artemis. On va aller installer donc un système de propulsion électrique avec de la forte énergie solaire pour pouvoir commencer à préparer le Lunar Gateway. Ensuite, on va installer le premier module pressurisé de façon à ce que l'astronaute, l'humain, puisse s'incorporer à l'intérieur de cette capsule, pouvoir retirer sa combinaison et respirer de manière naturelle. Et ensuite, on va toujours être dans cette mission support où l'humain va atterrir grâce à ce gateway. Et donc, la mission Artemis 3 va nous permettre de poursuivre les missions habitées. Et puis, vous voyez, au niveau du sol lunaire, il y a plein d'autres programmes. En fait, si vous voulez, ces 50 dernières années, il y a plein de gens qui continuent à réfléchir à plein de choses. Et là, ça y est, on peut en parler. Et donc, il y a plein de programmes entre des rovers, des cargos, entre plein de choses qui permettent aux futurs humains allant sur la Lune d'habiter. Et tout ça pour préparer le départ vers Mars. On ne va pas se contenter de la Lune. Hein. Pourquoi uniquement la Lune? Et en se préparant pour Mars, c'est pareil, on a tout un plan prévu avec des tests de capacité, des raccords sur le Lunar Gateway pour installer d'autres modules. Et on va continuer comme ça sur un certain nombre d'années. Et vous voyez au sol, on aura habité aussi la planète Lune de cette façon. Donc tout est déjà en cours. Et en fait, on n'attend qu'une chose, on attend mardi. Mardi, ce sera le premier lancement d'Artemis. Et si ce n'est pas mardi, ce sera le 2. Si ce n'est pas le 2, ce sera le 14, ce sera le 17. Mais on y retourne. Merci beaucoup, Erika. Merci. On se retrouve tout à l'heure et on va passer à la prochaine intervention. On va vous parler des missions analogues. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les missions analogues. C'est comment on s'entraîne au vol spatial, comment on reproduit certains aspects des missions spatiales sur Terre. Alors, une des grandes missions analogues qui a eu lieu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'était Mars 500, où on a réuni 6 individus dans un espèce de caisson pour reproduire une station spatiale en route vers Mars. Ça, pendant 520 jours. Donc c'est vraiment l'expérience analogue ultime. Et depuis, les missions qu'on appelle analogues se sont multipliées, on va dire, sur Terre. Et on a aujourd'hui avec nous quelqu'un qui va venir qui a vécu lui-même cette expérience au sein d'une expédition analogue et aussi dans le centre de contrôle d'une de ces missions. Il va nous en parler, c'est Philippe Frering, on l'applaudit. Donc effectivement, on a parlé d'aspects vraiment très technologiques, de l'exploration spatiale, de la capsule Orion, des vols 0G aussi. Mais l'exploration spatiale, elle commence avec nous sur Terre, avec les ingénieurs, avec la préparation des astronautes, mais aussi avec les simulations de ces vols habités. Donc les simulations de vols habités, c'est un habitat isolé au milieu de la campagne dans lesquels on va essayer de reproduire les conditions que vivent les astronautes dans l'espace ou sur des bases lunaires avec le programme Artemis ou sur des bases martiennes. Donc ces missions, elles vont varier en longueur, de petites semaines, quelques mois, ou voire quelques années, ou 520 jours comme il l'a dit. Donc les missions vont varier, on va essayer de stresser les astronautes analogues, on va essayer de les mettre en condition pour essayer de chercher l'impact
qu'a sur le corps les effets de l'isolement et les effets du vide spatial. Donc comme je vous l'ai dit, le vide spatial et l'espace, c'est plein de dangers. Donc la NASA, il y a quelques années, au début des vols et au début de l'exploration spatiale, a isolé 5 grands points qui sont vraiment les dangers et les points clés de l'humain dans l'espace. Donc il y a bien évidemment les radiations. Donc on sait pertinemment que les sursauts des étoiles, les radiations solaires peuvent causer beaucoup de problèmes à la santé des astronautes. Je parle notamment de cancer, je parle notamment de maladies, de pertes cognitives. Donc ça, c'est un des grands dangers qu'on essaye notamment de contrer de nos jours avec les combinaisons qu'ils utilisent pour les sorties extravéhiculaires. Donc c'est un gros danger dans l'espace. Le second point, ça va bien entendu la distance. Pour des missions lunaires, martiennes, c'est vraiment, on est sur des distances qui sont très très longues, des communications qui peuvent aller jusqu'à 20 minutes pour des missions martiennes, quelques secondes pour la Lune, mais c'est des points qui sont à prendre en compte. On ne peut pas être avec les astronautes si quelque chose arrive, on est obligé de faire en sorte que tout fonctionne bien une fois là-bas. Donc c'est aussi à ça qu'on va servir. Le troisième point, ça bien entendu un environnement hostile, donc la température, la pression atmosphérique, le vide spatial. Donc comme on l'a dit, le vide, c'est pas vide. Il y a des radiations, il y a des particules, il y a des micrométéorites. Donc c'est un environnement qu'il faut bien évidemment connaître, et c'est un environnement qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Je parle notamment des futures missions lunaires. Les astronautes qui vont sur la Lune vont devoir connaître cet environnement, des études géologiques, des études atmosphériques. Donc c'est vraiment un environnement très hostile qu'il va falloir dompter. Le troisième point, on en a parlé notamment avec les vols 0G, ça va être la gravité. Donc la gravité lunaire martienne qui est le tiers ou le sixième de ce qu'on peut trouver sur Terre. Donc forcément cette gravité va poser des problèmes sur le corps. On va avoir notamment une perte de masse musculaire. C'est pour ça que les astronautes s'entraînent 2h30 par jour, 6 fois par semaine. On va avoir des problèmes de motricité, on va avoir des dégénérescences cognitives. Donc ce lot de problèmes va bien sûr jouer sur la santé des astronautes, sur leur efficacité, mais également sur le temps que ces astronautes vont pouvoir passer dans l'espace. Et enfin, le dernier point, celui vraiment important, qui est le point clé de ces missions analogues, est bien sûr l'isolation, l'isolement qui est subi par ces astronautes pour des missions de longue durée. Donc on sait pertinemment que les missions de nos jours durent 6 mois. Il y a très récemment un astronaute qui est décédé, qui est resté lui une durée de 12 mois dans la station Mir dans les années 90. Donc c'est des durées qui sont très longues. On sait pertinemment que les voyages et les futurs astronautes qui partiront sur Mars, eux, vont devoir rester sur les très très longues durées, seuls, isolés, confinés dans des endroits restreints et clos. Et bien sûr, ce confinement va jouer sur la santé, sur le mood général des astronautes, des chercheurs. Donc c'est quelque chose qu'on va chercher à reproduire dans ces habitats. Donc ces habitats, il en existe un peu partout sur Terre. Comme le disait Gilles juste avant, on a vraiment une augmentation considérable de ces habitats, de ces missions, parce que c'est le moyen facile de recréer les conditions qu'on a dans l'espace, d'étudier l'effet de ces 5 grands dangers sur le corps humain. Donc on essaye donc de reproduire ces habitats pour être le plus fidèle possible. Donc on va en général choisir des endroits isolés. Donc ici vous avez par exemple en Jordanie, dans la vallée de la mort aux États-Unis, vous allez avoir Hawaï pour des déserts, des environnements plus désertiques, donc qui vont ressembler à des environnements lunaires ou martiens. Vous allez également avoir d'autres habitats qui sont en train d'être construits, des habitats sous-marins, donc accessibles uniquement en plongée, pour représenter un peu ce côté danger, environnement extrême, mais également l'impact qu'a sur l'oxygène sur le corps. Donc il existe beaucoup de ces habitats un peu partout sur Terre qui vont chacun avoir leur lot de dangers, d'expériences. Chaque astronaute va être testé différemment au fur et à mesure des missions dans ces différents environnements. On a par exemple aussi des environnements qui se situent en Islande, dans des anciens tubes de lave. Comme on sait pertinemment que sur la Lune, on a des tubes qui sont beaucoup plus gros que ceux sur Terre, où il est éventuellement possible qu'il y ait des missions habitées plus tard. Donc on va venir tester dans des environnements extrêmes, isolés de tout, la santé des astronautes, l'environnement dans lequel ils vivent, quel est l'impact de cet environnement sur leur santé. Donc il vous fait voir ici un des habitats dans lequel moi j'ai été, donc qui est situé en Pologne. Donc c'est très petit, on était 6 personnes isolées pendant 8 jours dans un habitat de 40 mètres carrés. Donc bien sûr, ça entraîne son lot de problèmes, de situations un petit peu comiques également. Mais ça, c'est pour recréer bien sûr l'isolement, la cohabitation, le travail en équipe,
pour voir quel profil de personnes, quel profil d'astronautes pourraient être les plus sujets à partir pour des missions habitées. Donc c'est des habitats qui sont bien sûr faits pour de la recherche scientifique. Donc on a de nombreuses machines, des machines pour simuler la gravité, on a des incubateurs pour simuler la croissance de molécules, de plantes. Toutes ces machines et l'habitat est fait vraiment pour reproduire une base dans laquelle les astronautes pourraient éventuellement évoluer dans quelques années. Donc ces missions, comme je vous l'ai dit, durent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Plusieurs missions se préparent notamment l'année prochaine, beaucoup plus longues, de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Il y a notamment la mission ERA de la NASA, que vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est la mission astronaute officielle, analogue astronaute de la NASA, qui elle dure 45 jours, donc à Houston, au sein de leur centre spatial. Donc ces habitats sont isolés, comme je vous l'ai dit, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on va essayer de mettre ces astronautes dans un environnement extrême en leur faisant des sorties, comme Neil Armstrong était sorti sur la Lune récupérer des échantillons. Le principe de ces missions est de stresser le corps humain. On est, bien entendu, on signe des papiers, on est d'accord. Mais on va essayer de stresser le corps humain, de stresser l'esprit, de faire perdre la perception du temps, de faire perdre la perception de l'espace, du volume. On n'a pas accès à des fenêtres, on n'a pas accès à l'heure, on n'a pas accès on n'a pas de contact extérieur. Donc on ne sait pas quelle heure il est, on ne sait pas quel jour on est, on ne sait pas à quelle heure on doit manger, on ne sait pas à quelle heure on doit faire nos expériences. Donc tout ça, on a un centre de contrôle qui s'occupe de nous 24 heures sur 24, qui nous donne notre emploi du temps pour la journée, qui nous dit quelle expérience faire, quelle expérience refaire, qui gère les données scientifiques, qui vérifie que tout est bon, comme le centre de contrôle de Toulouse ou de CNES pour Thomas, ou par exemple le centre de contrôle de la NASA à Houston pour les astronautes de l'ISS. Donc ces missions, comme je vous l'ai dit, un petit problème sur le diapo. Ces missions, comme je vous l'ai dit, elles ont des buts scientifiques. Donc on va étudier la physiologie, on va étudier l'évolution de la physiologie du corps humain, on va étudier l'évolution la croissance des plantes sous différentes lumières dans un environnement restreint. Comme vous savez, c'est très très dur de faire pousser quelque chose dans l'espace. Lors de la mission de Thomas Pesquet, ils ont fait pousser des piments qu'ils ont eu le droit de manger. C'était la seule chose fraîche qu'ils ont eu le droit de toucher en ces 6 mois de mission. On va essayer effectivement aussi de voir quel genre de bactéries se développent dans un environnement restreint comme ça. Ça va permettre plus tard à des architectes de construire des habitats plus efficaces, mieux conçus, plus faciles d'accès. Donc tout ça, c'est des données qui vont être enregistrées. Donc on a une quantité de données incroyable qui est analysée par des psychologues, des biologistes, des physiciens, des neurosciences, des scientifiques du cerveau, des ingénieurs électriciens, des docteurs en robotique. Donc vraiment tout un panel de scientifiques qui vont étudier ces données. Donc ces données, elles vont être utilisées bien sûr plus tard pour la conquête spatiale. Elles vont être utilisées surtout pour prévoir et mettre en place des procédures, des protocoles pour sécuriser la santé, les astronautes et pour réussir à permettre des vols habités plus longs et plus sûrs. Donc on pense bien évidemment à noter toutes ces expériences. Il y a beaucoup de choses. On a des rythmes cardiaques à prendre toutes les 2 heures, la quantité d'eau qu'on ingurgite. On n'a pas le droit de prendre de douche, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de douche dans l'espace. On a la température à prendre, on doit se peser tous les matins. Donc on a des énormes quantités de données physiologiques à récupérer tous les jours, qui elles sont analysées. Et le centre de contrôle les analyse et nous dit « Ah, tu as perdu 3 kilos en 2 heures, fais attention, bois de l'eau, etc. » Donc on est suivi comme le seraient les astronautes dans l'espace. Ces missions, elles vont également permettre de valider des technologies. Si une technologie, une expérience ne va pas fonctionner, ne va pas permettre d'avoir des résultats en mission analogue, elles vont peut-être être essayées en 0G, mais si ces expériences ne fonctionnent pas, elles ne peuvent pas être envoyées dans l'espace. Donc on va servir un petit peu de crash test pour ces astronautes, pour du coup ces protocoles, les procédures, pour les situations d'urgence, comment est-ce qu'on réagirait. Petite anecdote, pendant une des missions que j'ai faites, on a eu une simulation d'impact de météorite à 4 heures du matin, enfin à 4 heures, je ne sais pas, au milieu de la nuit, alarme, etc. On a des procédures d'urgence à appliquer, comme ça le serait dans la station spatiale. On a des procédures, on est chronométré, on est filmé, on est sous contrôle constant H24. Donc c'est vraiment un moyen on sert de crash test pour les futures missions. Donc l'avantage de ces missions, c'est qu'elles peuvent être très courtes, 1 semaine, donc on peut prévoir beaucoup de missions.
On en est, dans le centre dans lequel je suis, on en est déjà à plus d'une cinquantaine en 2 ans, donc qui lance de avril jusqu'à octobre. Ces missions, elles se préparent. Il y a bien sûr des expériences à préparer, mais c'est aussi un challenge personnel. C'est pas évident de rester isolé 6 jours dans un habitat de 40 mètres carrés avec 6 personnes. Il y a des sélections, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas être fragile psychologiquement. On a, comme le disait tout à l'heure, des para-analogues astronautes, donc des astronautes avec des soucis de mobilité, notamment avec des prothèses. Donc tout ça, ça va permettre de préparer ces missions et d'avoir des missions plus sûres pour le futur, parce que bien évidemment, la conquête spatiale, elle se passe dans l'espace, mais elle commence ici, sur Terre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Philippe. Reste sur scène. Je vais rappeler Erika avec nous. Merci beaucoup tous les deux de nous avoir présenté un petit peu plus sur le vol spatial, le retour vers la Lune et les missions analogues. Et Erika a des surprises dans sa poche pour les enfants qui posent des questions, si j'ai bien compris. Hein. Exactement. Wow. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public sur le retour vers la Lune? Courage. Première question, Qui se lance? une petite étoile. Ah, Allez, première question, et une petite étoile porte-clés. Qui c'est qui a le courage? Allez, Voilà, ben j'arrive. Ah ben, il y en a deux. rapprochez-vous. Oui, il y en a deux. Moi, ma question un peu provocatrice, c'est pourquoi est-ce que c'est si long alors que l'homme y a déjà été avec des moyens technologiques, des puissances de calcul beaucoup plus faibles? Alors, si je peux me permettre de répondre d'une certaine façon provocatrice aussi, quand on fait une course à pied avec un certain nombre de personnes avec soi et qu'on veut gagner et qu'on arrive le premier, à quoi ça sert de recommencer à faire la même course? L'idée, c'est que c'était un concours au départ d'aller sur la Lune. Donc le premier à être arrivé, il est content, c'est fait. Mais entre-temps, ils ne se sont pas dit on va y retourner juste pour être le premier, on va y retourner pour y faire quelque chose. Et c'est ces 50 dernières années où ils ont réfléchi à ce quoi faire. Et finalement, ça a été visons Mars. Pour viser Mars, on veut juste retourner sur la Lune parce qu'on ne peut pas arriver sur Mars si rapidement. Et on ne sait pas revenir de Mars particulièrement. On a envoyé un rover Persévérance. Il a pris 9 mois, une grossesse, 9 mois pour arriver sur Mars. Et pour l'instant, il est encore là-bas. On va le faire revenir un jour ou l'autre. Pour l'instant, on récupère des données, mais on n'a pas fait revenir le rover. Voilà. Il y a une question là, et il y en a une là-bas. C'est une future astronaute qu'on a là-bas. Pourquoi la mission Artemis a été retardée? Alors, le lancement d'Artemis 1 a été retardé parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Alors, si je peux essayer de détailler un petit peu, c'est que... tiens, tu le lui remets? Ah bah oui. C'est que pendant la chronologie, pendant le moment où on fait le compte à rebours d'heure en heure et de minute en minute, on a détecté sur nos machines qu'il y avait une fuite, une anomalie. On a eu 3 anomalies, à vrai dire. Et en fait, chaque fois qu'on a un petit code rouge qui nous dit on a un problème. Et ensuite, quand on a ce petit code rouge, on doit réfléchir et comprendre quelle est la cause du problème pour pouvoir réparer le problème. Et des fois, on peut trouver la cause, mais on ne peut pas le réparer instantanément. Et donc, c'est ce qui nous est arrivé. On a fait un remplissage des réservoirs en oxygène et en hydrogène, et on s'est constaté qu'il y avait une fuite. Alors, on a cherché la cause. Donc, c'était une vanne qui n'était pas très bien, qui ne fonctionnait pas très bien, et ça ne nous permettait pas de remplir le réservoir correctement. Alors, on a dit, on n'a pas le temps d'aller plus loin, on va réfléchir et réparer hors chronologie. Donc, c'est ce qui s'est produit et qui a retardé le lancement. Tu as compris? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est testé, retesté, testé, et le jour même, évidemment, la vanne ne marche pas. Qui voulait poser la question? On a une question là-bas, sinon? Ah, il y a une question là. Vas-y. Je voulais poser la question, c'était quoi vos histoires rigolotes qui s'étaient passées pendant la cohabitation Ah, les histoires rigolotes. On y va. Des histoires rigolotes. Donc il s'en est passé plusieurs. Comme on vit avec ces gens-là, on apprend à les connaître, comme les vrais astronautes, plusieurs mois en avance, plusieurs semaines en avance. On vit en cohabitation, donc on doit apprendre à les connaître. Donc forcément, il y a des liens qui se tissent. On cohabite ensemble, on est colocataires. Pendant une semaine, colocataires un peu forcés. Mais il y a plein d'histoires drôles. On a essayé, dans l'habitat, on a un régime qui est un peu différent. On ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Du coup, on a dû manger végétarien et sans gluten pour voir l'effet que ça a sur le corps.
Et on s'est malheureusement trompé entre du sucre et du sel quand on a cuisiné. Et on a essayé de faire un petit gâteau avec ce qu'il y avait dans l'habitat pour l'anniversaire d'un de mes co-astronautes. Et dans le gâteau, on s'est trompé, on a mis 150 grammes de sel. Parce que bien évidemment, après 5 jours de mission, on ne dort pas beaucoup, on a 4 heures de sommeil par nuit, donc on est fatigué. Ça aussi, on teste ce genre de choses. Et le gâteau n'était pas très bon. Il y a une autre question là-bas devant, il me semble. Vas-y. Vous mettez combien de temps pour aller sur la Lune? Alors, ça peut prendre quelques heures, comme des journées ou des semaines. Tout dépend en fait à quel moment on décolle, dans quelle fenêtre de tir. Au plus vite, on peut prendre une journée pour arriver sur la Lune. La Lune, tu sais, elle est placée à 400 000 km, à peu près, à 400 000 km d'ici. Donc en fait, il nous faut un voyage au moins d'une journée ou de 2 journées pour y arriver. Mais si on optimise en fait la date de lancement, l'heure de lancement pour viser la Lune lorsqu'elle est vraiment le plus proche de nous, on peut arriver rapidement vers la Lune. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais aller vite. Il faut prendre son temps, parce que l'important, c'est juste d'arriver en bonne santé, en bon état, avec le matériel qui fonctionne bien, à bonne destination. Jamais se précipiter. Mais vous faites quoi exactement comme expérience sur la Lune ou Mars? Tu veux en parler? Alors des expériences, on veut surtout ramener l'humain sur la Lune. On veut ramener l'humain pour pouvoir vivre sur la Lune et pouvoir repartir de la Lune sur une autre planète. Donc il y a plusieurs types d'expériences qui se produisent. Il y en a un petit derrière, là, celui qui vient de poser la question. On peut essayer de réfléchir sur le végétal. Comment nourrir les astronautes. Donc on peut réfléchir à comment planter et faire pousser des légumes, des fruits sur la planète Mars. Il y a de l'eau pas Mars, la Lune. Il y a de l'eau sous forme de glace. Donc on doit réfléchir à comment utiliser cette matière et pour pouvoir vivre sur cette planète. Donc il y a l'étude aussi de pesanteur, parce que ce n'est pas la même que sur Terre. Donc on réfléchit à comment circuler, comment se déplacer sur la planète. Donc c'est beaucoup d'expériences vraiment basées sur l'humain. D'accord ? Il y a des questions un peu... Il y a plein de questions là. Questions, là. Comment vous avez décollé? Comment on a décollé pour les missions analogues? En fait, les missions analogues, elles sont un peu partout sur Terre. Donc là, une des missions que j'ai faites, c'était en Pologne. Il y en a pas mal qui se font en Europe. Il y en a, comme j'ai dit, il y en a à Hawaï. Donc il suffit de prendre l'avion et partir dans des habitats. Il y a des missions qui sont faites aux États-Unis, à la NASA. Il y en a qui sont faites à l'ESA aussi, il me semble. Il y en a par exemple en Sicile, dans des domaines un petit peu volcaniques, donc tu peux Donc tu peux y aller en bateau, mais tu n'as pas besoin de quitter la Terre pour ça. Il suffit juste de partir dans un endroit. Tu pourrais même faire ça dans ton garage ou dans ta cave si tu as tous les équipements. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des arbres qui poussent sur des autres planètes? Alors, que des arbres poussent de façon autonome, donc on trouve des planètes avec des arbres, c'est très très peu probable, mais on essaye de faire pousser en tout cas des plantes. C'est ce qu'on a fait par exemple pendant ma mission. On a essayé de les faire pousser avec des lumières un peu spéciales, pas toujours à la même heure, avec différents types de terre qu'on a nous-mêmes ramenés dans des sacs spéciaux. On a essayé de mélanger ça avec un peu de poussière, comme il y a sur la Lune, pour voir si ça poussait également. Donc on ne va pas avoir d'arbres sur d'autres planètes, mais on va essayer, nous, de les apporter là-bas. Parce qu'il faut qu'on mange, les légumes, etc. C'est très important. Et donc nous, on va essayer de les faire pousser, mais c'est très très compliqué. Alors, on a encore plein d'autres questions. Une question devant. Alors, merci pour vos présentations. J'ai 2 questions. Je vais poser la première, c'est celle de mon fils, qui est malheureusement très triste de ne pas être là. C'est comment on devient astronaute? C'est sa première question. Et donc, je la pose pour lui. Et la deuxième question, moi, que j'ai envie de savoir sur vous deux, c'est quel est votre parcours professionnel et de vie pour avoir eu l'idée et être arrivé au métier que vous faites respectivement? Donc, pour la première question, il n'y a pas vraiment de parcours. Je pense qu'il faut juste, personnellement, il faut être curieux et il faut avoir de la motivation.
il faut avoir envie d'apprendre. C'est ce que disait notre Gilles, qui fait du coup la sélection, donc il s'y connaît. Il faut vraiment être curieux, il faut apprendre, il faut être passionné. Et je pense que quand on a ces points-là, on peut aller partout. Et ensuite, sur votre parcours, alors peut-être Erika, comment tu es arrivée au métier que tu fais aujourd'hui? Alors moi j'ai un parcours assez atypique, hein. Il faut savoir que je viens de l'île de la Réunion, donc c'était pas dans mes années professionnelles dans la salle aujourd'hui et qui a eu confiance en moi, qui m'a donné la chance aussi de pouvoir évoluer dans ce domaine. Et en fait, il faut avoir la niaque, il faut avoir en fait envie et il faut travailler, tout simplement. Les études, peu importe le parcours qu'on fait, c'est l'expérience de vie qui fait la différence, hein. On peut faire l'université, on peut faire les écoles, on peut apprendre la vie, l'expérience de la vie. L'essentiel, c'est vraiment de se donner les moyens d'y arriver et d'aller décrocher cette lune qui est accessible à nous tous. C'est ça que moi je voudrais dire. Pour toi, Philippe? Donc moi j'ai eu un parcours, moi j'ai toujours baigné dans le spatial, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. J'ai fait de l'astronomie pendant longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir voler sur des petits avions à droite à gauche, donc l'aéronautique et le spatial, j'ai toujours baigné dedans. Après j'ai fait une école d'ingénieur en aérospatial. J'ai continué, j'ai fait un double diplôme en conception de missions satellites, engins spatiaux. Et là, je vais continuer sur un doctorat normalement, si tout se passe bien. Et après, pour la mission, c'est vraiment rencontrer des gens au bon moment et avoir la niaque, oser demander, oser aller de l'avant, parce que plus on vise loin, plus on arrive loin. Donc, s'il a envie de faire ça, il y a plein de possibilités. Merci. Peut-être une dernière question, si on a le temps, une dernière question. Allez-y. Ouais. Moi, j'avais une question pour madame, parce que vous avez mentionné justement le fait d'habiter sur la Lune, hein, éventuellement avec des êtres humains. Donc, j'avais deux points. Je voulais savoir par rapport à, vous avez mentionné la Lune et Mars, quelle était, si vous voulez, la planète, selon les connaissances actuelles, qui serait la plus, on va dire, habitable? La Terre. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Exactement. Et le second point, ça serait, est-ce qu'il y a une date cible, on va dire voilà, à telle date, par exemple, on peut envoyer les gens habiter sur planète Lune ou Mars. Voilà. Alors Erika, ton défi c'est de répondre en 1 minute. Et bien en fait, je vais vous décevoir parce que je n'ai pas la réponse précise à votre question. En fait, c'est ce qui est fabuleux en fait sur notre planète, c'est qu'en fait nous sommes tous des chercheurs. On cherche des réponses, on cherche à comprendre, et en fait c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on va vers la Lune, vers Mars, et on explore notre galaxie. C'est pour trouver ces réponses. Donc malheureusement, je n'ai pas à mon niveau les connaissances nécessaires pour répondre à votre question. Mais je suis persuadée qu'on y arrivera avant que je ferme les yeux. Bon alors du coup, question Rab derrière. Allez-y. Quand vous dites que avoir une station spatiale autour de la Lune, ça servira pour aller sur Mars, ça a quoi comme intérêt? Parce que vous avez dit que c'est pas très long d'aller sur la Lune par rapport à aller sur Mars. C'est pas 5, je sais pas, ce que j'ai compris, c'est pas 5 jours qui vont changer pour 9 mois. Non, c'est surtout on ne sait pas partir de la Terre vers Mars et revenir. Donc on utilise la Lune comme une espèce de tremplin, comme une station de recharge, si tu veux, pour pouvoir faire le Mars-Lune, Lune-Mars. Oui, un peu comme Kilimandjaro, enfin toutes les montagnes, il faut à un moment donné, il y a des stations intermédiaires. Ah bah oui, alors elle en profite pour prendre une question. Est-ce que vous comptez faire ça toute votre vie ou vous vous êtes dit à partir d'un certain âge, j'arrête? En fait, c'est une très bonne question. Je n'ai pas pensé à ça. En fait, tous les matins, je me lève avec le sourire en me disant « Waouh, quelle belle journée qui m'attend encore !» Et je ne sais pas si un jour je me dirais « Oh non, j'ai envie d'arrêter. » Non, c'est... En fait, quand on choisit ce qu'on veut faire et qu'on fait ça chaque jour, on n'a même pas l'impression de travailler, en fait, réellement. On vit dans une passion, tu partages ce point de vue, Philippe. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est pareil. C'est juste « Encore !»
Et la dernière question alors, on y va. Qu'est-ce qu'on mange dans l'espace? Qu'est-ce qu'on mange dans l'espace? On mange les mêmes choses que sur Terre. Les astronautes, ils ont des repas, du coup plusieurs fois par jour. Et en lyophilisé, non? Lyophilisé, mais ils sont faits par des grands chefs cuisiniers français. Ils ont de la chance. Alain Ducasse, des grands cuisiniers comme ça, ils ont même le choix de faire leur propre menu, de dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Je suis désolé, mais là, on va devoir arrêter. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à 20h pile commence Moonwalkers. Eh bien, on vous remercie, on vous applaudit bien fort. Merci Philippe, merci Erika. Bravo, bravo. Hein. Ah, ils ont la pêche. Hein. Venez, Sébastien, Mathéo. Et on fait monter sur scène Mathéo Groire et Sébastien Mainbourg qui vont nous parler de leur film. Voilà. On les applaudit également. Ça va être très rapide parce qu'après, on va faire un break. Allez-y, Mathéo, Sébastien. Alors expliquez-nous un petit peu la genèse et l'objectif du film que vous avez co-réalisé. Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. On est très émus, moi et Sébastien, de vous retrouver tous dans cet endroit magique. Moi, c'est la première fois que je viens au Hangar Y et je suis très honoré d'être dans ce site historique de l'aviation. Et on sait que la petite sœur de l'aviation, c'est l'astronautique, c'est l'exploration spatiale. Et justement, moi et Sébastien, on est deux passionnés de l'exploration spatiale, surtout des premières missions. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les débuts du programme spatial, l'époque des pionniers. Et donc, moi, je suis Mathéo Groire, je suis historien de formation à l'Université de Caen. Et Sébastien va se présenter juste après. La genèse de ce projet, en fait, c'est qu'on est deux passionnés du spatial qui avaient pour objectif de raconter aux jeunes générations et au grand public qu'est-ce qu'avait été l'aventure Apollo. On a tous vu ces images des astronautes sur la Lune, des décollages de la fusée Saturne V en 1969. Mais finalement, ce qui se passait à l'intérieur de la capsule, ce qui se passait derrière le scaphandre, beaucoup de gens l'ont oublié. Et surtout, pour les nouvelles générations, c'est compliqué de s'assimiler à ces personnes-là. Et l'objectif de Moonwalkers, le film qu'on va présenter dans quelques minutes, c'est justement de comprendre qui étaient ces hommes, ces 12 hommes qui, entre 1969 et 1972, ont eu la chance de fouler le sol lunaire, qui restera encore pour des siècles à venir l'un des plus grands exploits de l'humanité. Ça marche, il n'y a pas de... Ça marche, merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Sébastien Mainbourg, comme vous l'avez dit. Je suis dans un cursus de microbiologie à Lyon. Donc c'est une science qui étudie les micro-organismes. Avec Mathéo, on est très fiers de vous présenter notre film. Donc on a participé à toute sa conception. Donc le côté, ce qu'on a voulu mettre en avant surtout, c'est le côté humain de toute cette histoire, toute cette aventure qui nous a amenés sur la Lune. Donc on espère que ce film vous plaira et que vous embarquerez avec eux vers la Lune. Merci beaucoup. Merci beaucoup et rendez-vous à 20h pile alors. Hein.